Alors Aldiablo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Ok, moi je suis issu du graffiti à la base. Donc j'ai commencé, j'ai 45 ans, donc j'ai commencé à taguer, graffer dans les années 80, aux alentours de 85-86. Voilà, où j'ai grandi en banlieue sud de Paris, et puis très vite, avec certains de mes acolytes, on avait monté un petit groupe qui s'appelait GST à l'époque, le Graphics. C'était quoi le nom? Graphic Squad Team, mais c'est vieux ça. Et puis je suis très vite rentré ensuite dans un autre groupe qui s'appelle PCP, les petits contes peintres, qui existent encore actuellement d'ailleurs. Et je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées quand j'étais jeune, donc j'ai une culture qui est à la fois issue du graffiti et de la BD. C'est vraiment mes deux. Il y a évidemment énormément d'autres trucs qui m'ont nourri, mais c'est les deux principales sources d'inspiration artistique, en tout cas pour moi. Justement, je parlais de la BD, j'ai pu lire sur d'autres interviews que comme référence tu avais Gottlieb, Resser, j'imagine que c'est l'écho des savanes, Flux glacial. Ouais. Et les comics américains, est-ce que c'est ça qui t'a vraiment motivé pour prendre les crayons et te mettre au dessin? J'étais très jeune, je lisais plus Gottlieb, Resser, et puis bien d'autres, quoi. Même Villemain, etc. Puis au fur et à mesure, en grandissant, j'ai découvert que la scène BD américaine était passionnante aussi. Mais même des trucs très underground, tu vois, comme Gilbert Shelton aussi. Énormément de choses en fait, tu vois, ça va de Frank Miller, Sienkiewicz, à Brian Bolland, en passant par Shelton. C'est vraiment, j'ai lu énormément en fait. Corben aussi, Corben que j'adorais quand j'étais plus jeune, que j'adore toujours d'ailleurs. Puis voilà, mais c'est pas forcément, moi j'ai pas forcément ce style-là. Après j'étais aussi vachement influencé par des trucs comme la BD française comme Kebra, Trambert et Jeannot, même Margerin dans une moindre mesure aussi, tu vois, des choses qui me parlaient parce que ça, les mecs racontaient des histoires ils racontaient leur vie en fait. C'est des mecs qui avaient grandi à peu près dans le même univers que moi, sauf 15 ans avant. Et ils se servaient de leur vécu pour raconter des histoires. Moi, c'est ce qui m'a passionné tout de suite dans ce qu'ils faisaient. Shelton aussi, il faisait ça. Crumb aussi, d'ailleurs. Et puis voilà, donc moi, à un moment donné, j'ai fait de la BD très jeune, en amateur, on va dire. Puis quand j'ai décidé qu'il était temps de se faire publier, aux alentours de la vingtaine, j'ai commencé à publier, en fait, à raconter mes histoires de jeunes graffeurs, et puis tout ce qui se passait avec mes potes, en fait. Parce que tu avais déjà donc un pied dans le hip-hop, on est au milieu des années 80, donc il y a le hip-hop qui arrive en France. J'avais les deux pieds dans le hip-hop depuis quelques années. Non, là c'est plus fin années 80, début années 90 que je publie en fait dans Psychopathe. Puis ouais, c'est ça. C'était les premières, c'est bien parce que je suis un pionnier dans le domaine, c'était les premières bandes dessinées estampillées hip-hop quoi. Voilà, la première planche que j'ai publiée c'était Baston de regard, dans Psychopathe, qui a donné après lieu à l'épisode bien connu de la série Lascar. Putain, à chaque fois que je prends le tromé, il y a toujours un connard en face de moi pour entamer une baston de regard. C'est pas vrai. Et en gros ça s'est passé comme ça, puis j'ai continué, j'ai de moins en moins graffé, j'ai rappé aussi un peu à un moment donné. T'as cofondé la Clica? J'ai cofondé la Clica, ouais. C'est moi qui ai trouvé le blaze. Okay. Bon, j'ai rappé 3 mois puis je me suis arrêté. Je me suis aperçu que je racontais des choses plus intéressantes en bande dessinée, que j'étais plus à l'aise quoi. Donc je me suis concentré là-dessus pendant quelques années, peut-être 2-3 ans. Puis par la suite, avec des potes à moi, justement du groupe PCP, numéro 6, KO, PK, on a été approché par un producteur qui cherchait à faire un programme, un truc en rapport avec le hip-hop en fin de compte. Un programme court. Nous, on sortait en plus d'une école d'animation, les Gobelins, là. Ça a matché, on s'est dit, on va raconter. On a pris mes BD comme modèle, quoi. Donc on a pris certaines des histoires que je racontais dans Psychopathe, on en a fait des petites séquences animées. Puis après, cette série-là est née, on l'a vendue chez Canal. Ça a pris beaucoup de temps, parce que là, c'était en 95 qu'on a commencé. La première diffusion, c'était en 2000. Donc je sais pas si tu vois le décalage. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de temps qui s'est écoulé entre 95 et la diffusion? C'était compliqué, tu sais, c'est une époque où en fait Canal+ cherchait encore un peu.
il y avait même pas encore Jamel Debbouze à cette époque. Donc tu vois, c'était encore une chaîne un peu frileuse par rapport à un certain nombre de trucs, tu vois. T'avais pas un Mouloud Achour ici, donc c'était tout ce qui était culture de rue un peu, ça les faisait flipper. Puis on a insisté, puis à un moment c'est Alain De Greff qui était chaud lui pour faire cette série, qui avait déjà dit oui, et puis ça avait été refusé aussi quand même. De Greff est revenu à l'assaut pour dire si il faut la faire cette série. Donc voilà, c'est grâce à De Greff en fait que ma carrière de réalisateur et auteur audiovisuel a commencé. Alors je reviens un petit peu en arrière, entre le dessin, tes débuts dans le graffiti. Ouais. Est-ce que dès le début il y a eu une différence, t'as ressenti une différence entre ton style ou des styles de mecs comme Numéro 6 par rapport à la scène fin 80, la scène parisienne qui était hyper influencée par le style new-yorkais? Alors nous aussi on était influencés par le style new-yorkais, mais je pense que l'esprit, je sais pas, il y avait un esprit autodérision qui prenait le pas là-dessus, c'est-à-dire qu'on essayait toujours de pas se prendre au sérieux dans ce qu'on faisait. C'était peut-être la différence avec beaucoup d'autres, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Mode Tout par exemple. Je trouve qu'il est un peu formel en termes sur le fond, quoi, tu vois. C'est-à-dire c'est souvent des strictly hip-hop et tout. Nous on essayait de partir un peu plus en couille dans des conneries, tu vois. Et il n'y avait pas non plus forcément de message politisé dans ce qu'on faisait, mais c'était un peu fouter le bordel, quoi, à un moment donné. Est-ce que vous apparaissiez comme des ovnis dans la scène hip-hop un peu traditionnelle? Je saurais pas te dire. Je pense qu'on avait notre particularité, mais tu sais, t'en avais d'autres. Hein. Moi, je trouve que BBC aussi, ils étaient très forts dans ce qu'ils faisaient, puis ils avaient quand même vraiment une spécificité et graphique et dans la façon de, tu vois. Il y en a plein d'autres, quoi. De toute façon, tu vois, des mecs comme Lokis, qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. Mais qui éclatait des trucs sur les murs là. Enfin, c'était le mec. Ce qui était intéressant, c'était la créativité, c'est-à-dire sortir de l'académie, de l'académisme du graffiti, pour créer dans une autre école en fait, quoi. Dans la même mouvance, une autre école. Nous, c'est ce qu'on a fait. Après, je pense qu'il y en a énormément qui ont fait ça, tu vois. Heureusement, parce que sinon le graffiti n'aurait pas survécu. Si la scène française s'était juste contenté de recopier les Américains, ça n'aurait pas duré autant, quoi. Ça aurait duré 2 ans, puis voilà, tout le monde aurait fermé boutique. Le seul qui l'a fait et bien fait, mais c'était le premier, c'était Bando. Et c'était légitime dans la mesure où lui, il est parti longtemps à New York, etc. Puis il a été imprégné de ça. C'est aussi lui qui a importé le truc en France. Vous étiez plus dans quel délire? Dans un délire un peu vandal, à cartonner des métros, des trains, d'autoroutes, des tunnels Alors moi c'est ça le truc. Depuis quelques années, moi j'ai 45 ans. Depuis quelques années je sais qu'on parle de vandal et... En fait, à mon époque, il n'y avait pas d'histoire de vandal ou pas vandal, tu graffais. Donc le support, c'était celui que tu trouvais et je considérais ça comme de l'art et pas comme du vandalisme. Tu vois? Tu pouvais peindre sur une camionnette, sur un train ou sur un mur ou dans un terrain vague autorisé, c'était pareil. L'important c'était de faire quelque chose de beau et qui allait surprendre les gens. Quand tu écoutes des mecs comme Chris, GT, avec lequel tu as fait collaborer, vous étiez dans les mêmes équipes, je crois. On était PCP aussi, quoi. Lui, à l'inverse, il se considère pas comme artiste nécessairement et il dit qu'il préfère voir un camion cartonné avec un tag au Baran plutôt que des belles pièces travaillées dans un terrain. C'est quoi, c'est une question de point de vue, d'approche Non, pour moi c'est pas incompatible, c'est juste que même ça pour moi c'est juste le terme vandale en fait qui m'agace un peu, dans le sens où vandalisme ça veut dire casser des choses. Si tu mets un gros tag au Baran sur un camion, le truc est beau, bien fait et graphique, c'est de l'art aussi. Évidemment c'est illégal, machin, c'est un autre aspect, mais ça reste de l'art, enfin, ça reste une forme d'expression artistique. De là c'est pas du vandalisme. Moi j'ai Guetta aussi dans le métro et tout. Après, personnellement je préfère le côté graphique et décoratif. Mais ça me dérange pas que ce soit sur une façade de boutique, pourquoi pas, mais c'est sûr que c'est encore plus... Il y a aussi le côté aventure, tu sais, quand on graffait à l'époque, c'était sauter des barrières, descendre dans les catacombes, aller dans des endroits pas permis, machin, faire le truc en minimum de temps, et tout ce côté adrénaline qui jouait. Non, c'est pas du vandalisme, c'est de l'aventure, quoi.